profiter d'une remise exceptionnelle sur plaquettes de frein d'origine plus montage. Le meilleur prix sur le marché. Pour cette catégorie de voitures, le téléphone 07 70 90 21 23 07 70 90 21 25 chez Innovoto. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une supercar qui, quand elle est sortie, a complètement bousculé les codes du milieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était attendue par personne. Je vais vous raconter l'histoire de la Audi R8. Non mais Hamilton, sa victoire en Arabie Saoudite, il l'a mérité largement, loin devant tout le monde, il a utilisé le DRS à bon escient comme à chaque fois. Un vrai champion. Vous savez quoi, j'adore ça, c'est mon super copain. Mais quand il me parle de F1, je fais vraiment semblant d'écouter. Parce qu'il y connaît rien. Et s'il y connaît rien, c'est parce qu'il regarde pas la F1. Et il regarde pas la F1 parce qu'il sait pas où regarder la F1. Alors qu'avec NordVPN, c'est super simple. Il suffit d'aller sur le site de la RTBF. Mais ça marchera pas pourquoi? Parce que t'es pas belge, il est pas belge lui non plus. Tu lances NordVPN, tu fais croire à ton ordinateur que t'es belge une fois. Et tu retournes sur le site de la RTBF. Et paf, tu es belge. Moins l'accent quoi. Et voilà, normalement la prochaine fois que je croiserai Sad, il s'y connaîtra un petit peu plus en F1. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il aura cliqué sur le lien dans la description qui lui aura donné une grosse réduction. J'ai regardé la F1 grâce à NordVPN et du coup je dis beaucoup moins de conneries maintenant. Alors si vous voulez regarder la F1 ou que vous voulez regarder le MotoGP ou accéder à des catalogues Netflix, plein d'autres choses, cliquez sur le lien dans la description. Pour vous raconter l'histoire de la Audi R8, il faut que je vous remette un petit peu dans le contexte. On est en 2003, le groupe Volkswagen a le vent en maxi-poupe, avec à sa tête un certain Ferdinand Piëch. Ferdinand Piëch, c'était le fils de Louise Piëch, qui était elle-même la fille de Ferdinand Porsche. La maman de Ferdinand avait elle-même un frère qui s'appelait Ferdinand. Ouais, lui aussi, Ferdinand Anton Porsche. Et Ferdinand Anton avait lui-même deux fils, qui étaient donc les cousins de Ferdinand Piëch. Et ces deux cousins, ils s'appelaient Ferdinand Alexander Porsche, celui qui inventera la 911, et Hans-Peter Porsche. Allô. Non mais c'est parce que j'ai des gènes de l'autre côté de la famille. Louise Piëch et Ferdinand Anton Porsche, son frère, qu'on appellera Ferry, pour ne pas le confondre avec tous les autres Ferdinand, possédaient à eux deux Volkswagen et Porsche. Et les enfants de Louise et de Ferry, ils s'entendaient pas très bien. Non, ils vont se faire la guerre toute leur vie pour devenir les patrons de Volkswagen et de Porsche. À peine diplômé, Ferdinand Piëch prend son premier boulot chez Tonton, chez Porsche. On est en 1963, il avait 26 ans et c'était un ingénieur de génie. Au début, il est en charge des essais moteurs et assez rapidement, il prend la direction du département compétition, où il va concevoir une des voitures de course les plus incroyables du monde, la Porsche 917. Faudra vraiment que je consacre un T5M à la Porsche 917 qui a quand même gagné 3 fois les 24 heures du Mans avant d'aller casser les culs partout dans le monde sur toutes les compétitions qui soient. La voiture, elle faisait 600 chevaux dans sa version de base, mais elle allait jusqu'à 1650 chevaux quand il y avait 2 turbos posés sur son flat 12. Ferdinand, il continue de gravir les échelons les uns après les autres, un petit peu trop vite au goût de ses cousins. Et la suite logique, c'était que Ferdinand Piëch prenne la place de Tonton Ferry à la tête de Porsche. Sauf qu'un soir de 1970, pendant un dîner de famille, probablement un petit peu arrosé, les trois cousins discutent, puis ils se mettent à se disputer comme jamais, et ils s'engueulent à tel point que Ferry et Louise leur interdisent à tout jamais de prendre la tête de Volkswagen ou de Porsche. Je vous raconte pas l'ambiance au dessert. Le lendemain matin au bureau, les trois cousins ont claqué leur démission. Hasta la vista, bande de faibles. Ferdinand Alexander, à qui on devait le dessin de la Porsche 911, se barre et crée son studio qui s'appellera Porsche Design. Non mais admirez-moi ce CX. Hans-Peter en a marre des bagnoles, il se reconvertit dans l'agriculture. Et c'est parti. Quant à Ferdinand Piëch, lui il a envie de rester dans l'automobile en vrai. Il se met à son compte en freelance et il devient consultant technique. Oh merde, encore l'URSSAF. Et l'un de ses premiers clients, c'est Mercedes-Benz, pour qui il va mettre au point le premier 5 cylindres diesel au monde. Un moteur réputé incassable de 3 litres de cylindrée qui au moment de sa sortie était aussi le diesel le plus performant au monde. Attention les chiffres, 80 chevaux. Vitesse maxi, 148 km/h. Pouah. Chez Mercedes-Benz, ils sont tellement contents qu'ils lui proposent immédiatement le poste de directeur technique en CDI. Mais Ferdinand, il refuse parce qu'il estime que le budget de recherche et développement de Mercedes est tellement ridicule qu'ils allaient rester pour toujours Une marque de vieux. Boomer. Et c'est ça le style Ferdinand Piëch, un génie de l'automobile, doublé d'un fils de pute dans les relations avec les autres personnes. Et voilà, nous avons travaillé 10 ans sur ce moteur. C'est de la merde. Ensuite, toujours en freelance, il va bosser pour Ital Design sur le projet d'une future icône, la Golf 1. Et pour la petite histoire, il rachètera aussi Ital Design en 2010, mais on n'en est pas encore là. En 1964, Volkswagen rachète les usines d'Auto Union, qu'elle baptise Audi.
En 1972, Ferdinand Piëch prend le poste de directeur technique chez Audi, qui n'est pas du tout la marque premium qu'on connaît aujourd'hui. Carrément, ils étaient moins connus que Opel. Et il se fixe un challenge un petit peu ambitieux, devenir meilleur que BMW et Mercedes. Et pour y arriver, il va faire fonctionner la machine à innovation. Il commence déjà par mettre au point un tout nouveau moteur, un tout nouveau 5 cylindres essence, considéré comme aussi sobre qu'un 4 cylindres et aussi coupleux qu'un 6 cylindres. Et il va aussi concevoir un moteur V8, parce que c'est classe un moteur V8. Et il le mettra dans une voiture qui porte le même nom. Il va aussi inventer un autre petit gadget, une toute petite technologie pas très connue. Quattro. C'est Système 4 motrice de Audi qui va bénéficier de toutes les victoires en rallye de Audi pour faire sa publicité. Et il va aussi complètement renouveler la gamme. Les Audi 80 et Audi 100 passent de bagnoles toutes pourries à bagnoles super luxueuses. Alors, l'intérieur est spacieux, une carrosserie très longue. Dis donc, Michel, tu trouves pas qu'il fait chaud? Si on se mettait tout nu, mais juste entre amis. Oh, si c'est juste entre amis, ça va. Ferdinand, il est en drift complet sur l'autobahn du YOLO, et déjà qu'il n'était pas super humble, il devient complètement mégalo. Et si vous voulez me parler, n'oubliez pas de vous agenouiller d'abord. Vous vous souvenez de cette dispute un soir de 1970 où sa mère et son oncle lui ont dit que plus aucun membre de la famille ne pourrait devenir patron de Porsche ou de Volkswagen? Ouais, et ben, personne n'a dit qu'il ne pouvait pas être le patron du groupe qui détenait Porsche et Volkswagen. On est en 93, Ferdinand Piëch prend la tête du groupe qui à l'époque s'appelait Volkswagen Audi Group. Il devient tout simplement l'un des patrons les plus puissants au monde. Il détient déjà Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, mais ça lui suffit pas. Il va en plus racheter Lamborghini, Bentley et Bugatti, qui étaient trois constructeurs un petit peu à l'agonie, mais il va y appliquer la même recette magique qui va transformer ces constructeurs en entreprises ultra florissantes. Déjà, il commence par faire des économies d'échelle monstrueuses. Vous savez comment? En prenant des plateformes communes pour toutes les voitures du groupe. Il crée aussi des voitures ultra innovantes, comme la Volkswagen Phaeton, qui n'a effectivement pas du tout marché, mais dont toutes les innovations allaient se retrouver chez Bentley, qui venait de racheter. Skoda et Seat se mettent à monter tellement en gamme que tu pouvais acheter une Octavia mieux équipée et moins chère qu'une Audi A4. Se rapproche, elle est un peu bleue, j'aime bien la couleur. C'est une Skoda Octavia RS Ivy. Et chez Bugatti, il demande à ses ingénieurs de concevoir une voiture avec un moteur W16 qui développerait 1000 chevaux pour battre le record du monde de vitesse. Quand je vous ai dit qu'il était mégalo. Et chez Audi, ils voulaient une voiture qui gagne en compétition. Et cette voiture, elle va vraiment exister. Elle va gagner 5 fois Le Mans. Et son nom, c'était R8. Audi kann sich Anfang des 21. Jahrhunderts dreimal in Folge in die Siegerlisten eintragen. Et à partir de là, Audi gagne tout le temps, en tout 13 victoires. C'est énorme. Mais c'est moins que les 19 de Porsche. Mais Ferdinand, il s'en battait les couilles. Vous savez pourquoi? Non, je vais vous le dire tout à l'heure. En prenant un peu de hauteur, on se rend compte que Ferdinand, il a passé toute sa vie à construire un empire, à concevoir les voitures les plus technologiques, les plus rapides, les plus performantes du monde, à gagner Le Mans 13 fois. Tout ça dans un seul et unique but, défoncer Porsche et prendre sa revanche contre ses cousins qui l'ont empêché de devenir calife à la place du calife. Le type, c'était pas un obstiné, non, le mot est beaucoup trop faible, c'était un putain de psychopathe qui s'est dit que s'il fallait repartir de zéro, de tout en bas pour humilier Porsche, eh ben il allait le faire. Et vous savez quoi? Il l'a fait, il leur a pissé à l'arrêt. Ferdinand, il vivait sa meilleure vie, mais c'était pas le cas des gens qui le côtoyaient. Il paraît qu'il passait son temps à tirer à balles réelles sur tout le monde, à humilier, terroriser, crier sur les gens. Par pur plaisir d'être un connard. Il y a même des journalistes allemands qui ont comparé les conditions de travail de ses collaborateurs à la Corée du Nord. Les camps de travail en moins. Monsieur, vous avez quelque chose collé sur le visage? Hein? Quoi? Dans les entreprises normales, on organise des séminaires, on va à la piscine, en vacances, entre collègues. Et ben lui, non. 2 fois par an, il organisait un truc qu'il appelait lui-même l'opération Turquie. Et non, c'était pas pour se faire des implants. Il décrivait ça comme une escapade où il allait tester les voitures, mais surtout les hommes dans des conditions extrêmes. Pourquoi t'as planqué un beignet fourré dans ta cantine, mon petit vin? Un ingénieur de génie qui en plus est un pilote chevronné passionné par l'automobile, mais qui était un sacré fils de pute dans ses relations avec tous les autres êtres humains. L'exemple le plus récent, c'est sa gestion du Dieselgate. Il a tiré à vue sur tous ses anciens managers, il a fait tomber les têtes les unes après les autres. Ensuite, il est mort tranquille. Bon, et maintenant que vous connaissez le patron et le genre de la maison, on va pouvoir parler de la bagnole de Robert Downey Jr. dans Iron Man, de Akram Jr. dans La Vraie Vie et de Will Smith pas Jr. dans iRobot. Avant l'arrivée de la Audi R8 chez Audi, il y avait des voitures pour à peu près tout le monde. Les familles avec l'Audi A4, les jeunes cadres avec l'Audi A5, les riches chefs d'entreprise avec l'Audi A8, les coiffeurs avec l'Audi TT, les trafiquants de drogue avec l'Audi RS4. Et non, il accélère, c'est pas possible, c'est quoi comme Audi? Et même des voitures pour les gens qui aiment les voitures moches avec l'Audi A2. Pour tout le monde, sauf pour les amateurs de supercars.
On est en 1993, Ferdinand Piëch vient d'arriver à la tête du groupe qui passe de galère maximale à richesse maximale. Et c'est à ce moment-là que Ferdinand décide de passer la deuxième dans son plan de revanche contre Porsche. Et si on se concentre sur le cas de Lamborghini, Ferdinand les a rachetés une bouchée de pain en 98 à un groupe qui appartenait pour moitié au fils de l'ex-président indonésien et dont la seule passion dans la vie était de continuer de fabriquer des Diablos. Ferdinand y débarque, il remet tout le monde au boulot. La Diablo, c'est fini, dorénavant on travaille sur la nouvelle, la Murcielago. Sous le capot, toujours le même V12, mais revu et corrigé par les ingénieurs allemands. Dorénavant il sort beaucoup plus de chevaux. Et ça, c'était que l'échauffement, parce qu'en 2003, il allait dégainer un coup de génie qui s'appelle la Gallardo. Et qui va replacer Lamborghini au tout premier rang des constructeurs mondiaux. Une petite Lamborghini avec des technologies modernes à l'intérieur. Et un truc incroyable, elle était fiable. Et sous son capot, un nouveau V10 biturbo qu'on retrouvera un peu plus tard sous le capot de l'Audi RS6. Et cette nouvelle Gallardo, elle va se vendre à 14 000 exemplaires. C'est un chiffre monstrueusement énorme pour une supercar, surtout à cette époque. Et voyant le succès de la Gallardo, Ferdinand Piëch, il s'est dit « Et pourquoi pas faire la même chose chez Audi? On s'en fout si ça doublonne. Une vulgaire Lamborghini rebadgée, mais en allemande, juste pour faire chier Porsche. » Et en 2003, Audi présente un nouveau concept car qui s'appelle Le Mans Quattro Concept. Une voiture qui n'a rien à voir avec le reste de la gamme, un design incroyable, un moteur en position centrale arrière, qui n'est ni une voiture pour les familles, ni pour les jeunes cadres, ni pour les dealers, ni pour les coiffeurs. Et en la voyant, tout le monde fait « Waouh !» Mais très rapidement, ça se transforme aussi en « Oh !» Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde se dit que c'est rien d'autre qu'un concept car et que cette voiture verra jamais le jour. C'était mal connaître Ferdinand. Et l'année suivante, en 2004, au salon New York, Audi présente un autre concept qui s'appelle le RSQ Concept, qui ressemble beaucoup au Le Mans Quattro Concept, mais avec des rajouts de rajouts. En fait, ce concept car, il a été fabriqué pour une seule raison, pour le film iRobot, avec Will Smith pas Junior dedans. Et quand le public a découvert cette voiture, il s'est pris une énorme claque par le concept, pas par Will Smith. Et enfin, en 2006, au Mondial de Paris, Audi présente la R8 définitive. Et vous savez quoi? Elle est fidèle à plus de 90% au concept car initial. Je vous avais dit que Ferdinand Piëch, il faisait pas semblant. Et sous son joli capot vitré, un V8 4 litres 2 atmosphérique, le même que celui qu'on retrouvait sous le capot de la RS4, mais avec un carter sec. Ce moteur qui développait 420 chevaux ne faisait pas de la R8 la plus puissante des supercars, mais elle était incontestablement la plus polyvalente, la plus sécurisante, la plus confortable, la plus tout de toutes les supercars. En même temps, à l'époque, supercar ça rimait souvent avec brancard. Les bagnoles, elles étaient un peu dangereuses. Le châssis de la première R8 est intégralement en alu, il est hyper proche de celui de la Gallardo, économie d'échelle toujours, et il pèse à peine 300 kg. Elle était disponible au choix en boîte automatique Airtronic, pour les vieux. Et je dis ça parce que c'était une boîte robotisée, sous anesthésie, complètement ou en boîte mécanique pour ceux qui voulaient vraiment s'amuser. Et si vous optiez pour la boîte méca, vous aviez dans votre bagnole tout simplement le plus beau levier de vitesse de l'histoire de l'automobile. Une grille en H, comme dans les Ferrari, tout en alu. Quand tu passes les rapports, ça fait cling, cling, cling. Et en parlant de Ferrari, justement, Audi n'a pas hésité à leur envoyer des petites piques, avec cette jolie publicité d'une R8 rouge qui traverse Maranello. Et on sait bien qu'à Maranello, les seules voitures rouges... La seule critique qu'on pouvait faire à cette R8, c'était son moteur pas assez noble. Bon, c'était un V8, faut pas déconner non plus. Mais 420 chevaux, c'était un peu léger, et ça faisait de la voiture plus une GT qu'une super sportive. Action-réaction, en 2008, Audi présente la même voiture, mais avec sous le capot, un V10 atmosphérique de 5 litres 2. Et ce moteur, il vient directement de la Lamborghini Gallardo, on lui a enlevé ses deux turbos, on l'a optimisé, et il sort 525 chevaux qui distribuent aux 4 roues de la voiture. Le 0 à 100 passe sous la barre des 4 secondes, de quoi calmer les rageuses et les rageux qui trouvaient les 4 secondes 6 de la version V8 un petit peu légère. Et les années qui vont suivre, quelques séries limitées optimisation vont voir le jour. La R8 GT, la même en plus légère et plus puissante. La version V10+, qui va inaugurer la boîte S-Tronic à double embrayage beaucoup plus rapide et beaucoup plus performante. Là, vous pouviez choisir cette version plutôt que la boîte méca. Cette Audi R8 va révolutionner le monde des supercars, elle va se vendre comme des petits pains, mais surtout elle va permettre à Ferdinand de continuer de dérouler son petit plan machiavélique de vengeance contre Porsche et ses cousins, les petits cons. Déjà, la R8, elle volait des parts de marché à la 911. Ce qui a pas vraiment plu à Porsche, ils ont essayé de racheter un morceau de Volkswagen. Sauf que Ferdinand, ça lui a pas plu du tout. Du coup, c'est lui qui a racheté la moitié de Porsche. Surprise, motherfucker. Et encore l'autre moitié quelques années plus tard. En 2015, il s'est vengé, il est tranquille, il se retire des affaires, il vend ses parts, il se la coule douce au bord de sa piscine, rempli des larmes de ses anciens collaborateurs. Oh, elle est beaucoup trop tiède. Faites brûler des gens des RH pour la réchauffer. Sauf que quand tu t'es comporté comme un connard toute ta vie, le karma te rattrape rapidement. À peine 2 ans plus tard, sans que personne s'y attende, il meurt. Oh, aïe. Et 2017, c'est aussi l'année de la sortie de la 2e génération d'Audi R8. La même, mais en mieux, à tout point de vue. Bon, sauf pour un truc, la disparition de la boîte méca. Mais je chipote parce que la boîte à double embrayage, là, c'est le feu.
Le V8 disparaît du catalogue, elle est dispo uniquement en V10 ou V10+, en cadre motrice ou en propulsion. Ouais, pour une Audi. En 2020, il y a même eu une série limitée de cette nouvelle R8 qui s'appelait la Decennium. Elle célébrait les 10 ans du moteur V10 et on a eu la chance de l'essayer. Elle coûtait vraiment super cher, mais putain qu'est-ce qu'elle était belle avec cette couleur bronze sur les jantes et sur le moteur. Et niveau perf, elle tombait le 0 à 100 en 3 secondes 1 et sa VMAX était pas loin de la vitesse du son. La Audi R8, c'est une voiture incroyable. Si vous avez les moyens d'en acheter une, allez-y. Si vous en voyez une, regardez-la bien. Et n'oubliez pas son image. Vous savez pourquoi? Parce que le moteur thermique dans une Audi R8, c'est terminé. La prochaine, elle sera entièrement électrique. J'espère que ce T5M sur l'histoire de Ferdinand le Terrible, sur l'histoire de la Audi R8 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et si ce genre d'histoire qui mêle à la fois une voiture et un homme complètement barré vous plaît... J'ai une libido assez forte. Nom de Zeus. Et je crois que c'est important chez un homme. Comment on fait pour retourner en 1985 là? Allez regarder le T5M sur l'histoire de la DeLorean. C'est complètement barjo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.